de l'Égypte en Turquie, mais je pense qu'on va arriver à rupture diplomatique un jour ou autre. Si Ragab Erdogan va commencer, reste toujours dans cet état hystérique ou l'état hystérique, je pense que l'Égypte doit prendre une position de rupture ou coupure diplomatique avec la Turquie, en attendant quand même d'autres conséquences populaires, parce qu'en Égypte, je pense que le peuple égyptien est actuellement dans un état aussi de colère contre Ragab Erdogan. Il y a toujours cette proposition de boycottage des feuilletons turcs et même tout ce qui est importé, exporté de la Turquie. Et le tourisme, parce que là, on doit savoir quand même qu'il y a du tourisme du Moyen-Orient, de Liban, de la Syrie, de l'Égypte, vers la Turquie. Donc il y a plusieurs mesures à prendre et je pense le boycottage populaire, ce sera très faible. Très bien. Docteur Fouad, Docteur Hatem a parlé de deux points assez importants. Il a parlé du peuple égyptien. Mais si on parle du peuple égyptien, on va aussi parler du peuple turc. Est-ce que la position du Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, représente non seulement la position officielle de la Turquie, mais aussi au niveau de la rue vis-à-vis de la situation en Égypte? Parce que aussi, on voit que les médias turcs, dans la large majorité, tout comme en fait les différents médias internationaux, ont plutôt tendance à parler de ce qui se passe en Égypte, si pas en tant que coup d'État, mais au moins on parle d'une situation qui... Amis, lorsqu'on n'a pas les mêmes intérêts, donc c'est possible de devenir des ennemis aussi. Pour nous et pour la Turquie notamment, il y a quelque chose de très important, c'est que l'Égypte a donné la meilleure solution pour tout peuple dans le monde entier de changer le pouvoir en vigueur et de prendre de nouvelles décisions par rapport à tout dictateur. Si les États-Unis comme État a promis à Recep Tayyip Erdogan d'être le futur commandant des musulmans au Moyen-Orient, donc il a raison d'être en pleine hystérie, en plein état de colère, de tout ce qu'il peut faire comme vengeance, parce que sa propre image et aussi la possibilité d'être membre de l'Union européenne ou bien d'être un partenaire d'une qualité différente ou bien reçu comme partenaire, pas comme membre. Donc tous ces gains pour lui seront perdus. Et en plus, si Tayyip Erdogan accuse le grand imam ou bien l'Azhar, il n'a pas raison parce qu'en Turquie, il y a beaucoup de choses à critiquer et on sait très bien qu'il y a des rues qu'on ne peut pas mentionner pour ne pas blesser les femmes qui nous regardent, par des termes qui ne sont pas décents. Donc, c'est possible de ne pas dire qu'il cherche à sauvegarder sa propre image. En plus, on se rappelle très bien qu'à partir du 3 juillet, il a essayé de convaincre le Parlement de ne donner aucune possibilité à l'armée d'agir contre le pouvoir en vigueur. Donc, pour se protéger. D'autre côté, il ne peut pas faire face à l'Organisation internationale de la confrérie. Donc, il est menacé par d'autres musulmans, il est menacé par l'organisation, il perd de sa crédibilité. Et, Très bien. Docteur Hatem, le responsable turc, le Premier ministre, n'a pas seulement critiqué le grand imam, il a en fait il a qualifié de mots assez, oui, il a utilisé des mots assez sérieux en fait, que l'histoire va maudire le grand imam ou Al-Azhar. Lorsqu'on parle de religion en fait, lorsqu'on parle de l'histoire aussi, la relation entre la religion et l'histoire, et en jugeant une personne de la hauteur du grand imam d'Al-Azhar et de l'Azhar en tant qu'instance même, il n'attaque
il n'attaque seulement pas en fait l'Azhar ou l'Égypte. Peut-être il attaque un des symboles les plus importants de la religion modérée et sunnite dans le monde. Euh, dans quelle fin? Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-nous regarder un petit peu la carte géopolitique récente du Moyen-Orient. Le montée au pouvoir des frères musulmans en Égypte, en Libye, en Tunisie et à Gaza, en même temps qu'en Turquie. Géopolitique, la carte géopolitique parle de quoi? De domination de la confrérie de la scène politique dans le Moyen-Orient. Parce que vous êtes en Égypte, en Libye, en Tunisie et à Gaza, au Soudan, donc la Turquie en même temps, de voisinage du monde arabe, c'est-à-dire la confrérie, il a dominé le monde arabe, idéologiquement et politiquement. À partir du moment où cette carte a montré une sorte d'insuffisance dans le pays le plus important, l'Égypte, et la chute au pouvoir, la chute de Morsi en Égypte, c'est-à-dire toute la carte géopolitique du Moyen-Orient, il était bien déstabilisée, il est bien changé. Et bien sûr, il y a des conséquences sur le projet islamique. Parce que vous voyez le peuple le plus important qui décide, qui détermine l'avenir du monde arabe et le Moyen-Orient, ce n'est pas du tout la Turquie, c'est l'Égypte. L'Égypte, autour de l'Égypte, il y a au moins 300 millions, 350 millions d'Arabes qui, l'Égypte dirige ce monde arabe, qui est le leader du monde arabe. Le projet islamique, il est bien touché, blessé, écrolé en Égypte, c'est-à-dire ce projet, il est actuellement dans un état de maladie aiguë. Au jour ou autre, ça va disparaître. Donc, ça explique quelque part pourquoi Erdogan il est dans un état hystérique. En conséquence, qu'est-ce qu'il faut attaquer? Parce que vous avez un chef spirituel dans l'islam modéré, c'est l'Azhar. C'est vraiment l'Azhar. L'Azhar, c'est une académie théologique très, très ancienne, qui a de pouvoir idéologique et spirituel dans le monde arabe en Égypte, même dans l'Afrique du Nord, dans le Golfe. Là, il essaye de montrer que ce chef spirituel, il est bien qui n'est pas crédible dans son projet. Donc, si on considère qu'il y a un projet islamique incarné par la confrérie, donc l'ennemi imaginaire, c'est l'Azhar. Donc, il faut bien attaquer, Erdogan, je parle d'Erdogan, il faut bien attaquer, blesser et toucher ce pouvoir spirituel dans le Moyen-Orient et dans le monde arabe surtout. Mais, à mon avis, si on regarde la carte géopolitique autrement, on a trois pouvoirs démographiques dans cette région. La Turquie, l'Égypte, l'Iran. Démographiquement et historiquement, ces trois pouvoirs qui possèdent de puissances potentielles énormes. Mais le plus fort, c'est l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le pays leader dans le monde arabe. Derrière elle, il y a tous les peuples arabes et l'Afrique et quelques pays de l'Asie. Donc il y a danger, je pense, ce qui s'est passé en Égypte 3 juillet et le 26 juillet, il a bien touché au cœur de projets islamistes, ou islamisme, parce que je ne suis pas d'accord sur la définition, et bien sûr cette organisation qui est de la confrérie, qui a bien arrivé à contrôler presque le monde arabe, tout d'un coup, dans un moment, ce peuple égyptien qui a cassé toute cette rêve ou ce projet qui était palpable. Mais actuellement, il y a des risques de disparaître ce projet parce que c'est l'Égypte qui a changé tout le conflit et tout la carte géopolitique du monde arabe et le Moyen-Orient.
Très bien. Si une telle analyse de la position du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan peut être tout à fait logique, il faut là rappeler aussi que ces déclarations, sa position influence la rue en Turquie, c'est-à-dire en fin de compte, si c'est vrai qu'il y a une montée du pouvoir des frères musulmans dans le monde arabe en général, en Tunisie, ici en Égypte, en Libye, le Soudan, à Gaza, Soudan, partout justement, mais en fait il y a là un point très important à aborder ou à rappeler, c'est que en Turquie, la montée des frères musulmans a été traduite ou liée directement à une sorte de changement de vie. La Turquie a connu au cours des dernières années un essor très important, que ce soit au niveau économique ou social, c'est-à-dire on voit très clair la modernisation, tout ce qui se passe, tous les progrès dans les différents domaines en Turquie qui osent demander et insister sur sa participation à l'Union européenne, même si on claque la porte devant la plusieurs reprises. Ce n'est pas le cas ici dans le monde arabe en général. Et en Égypte en particulier, cette année de pouvoir des frères musulmans a été traduite par des menaces contre la sécurité nationale de l'Égypte. En ce qui concerne la vie de tous les jours des Égyptiens, ça n'a pas été amélioré, au contraire, c'est-à-dire la présence des frères musulmans, qui soient des frères musulmans, quelle que soit leur nomination en Turquie, n'était pas la même si on compare la présence des frères musulmans, la présence des frères en Turquie et en Égypte. Oui, parce que toujours la confrérie joue... Excusez-moi, j'aimerais juste là souligner qu'on va vraiment croire de telles déclarations plutôt que la vraie réalité en Égypte. Oui, mais toujours Recep Tayyip Erdogan s'adresse à son peuple. Et il a peur de sa population d'être envoyée peut-être. Le progrès réalisé n'a pas abouti au résultat voulu parce que jusqu'à maintenant, la Turquie n'est pas encore admise et peut-être ne sera pas admise à l'Union européenne. Donc les pertes sont les pertes du pouvoir dans le monde islamiste, le pouvoir dans le monde arabe. Là, il n'est plus le dirigeant des musulmans, il n'est plus admis en Europe. Donc toutes ces relations soit avec Israël, et on sait très bien, soit avec l'Iran, et on a signé des accords et des conventions d'échange commercial. Donc il reste toujours dans des limites et c'est comme un géant qu'on peut contrôler et ne jamais permettre de sortir de ce bol ou bien de cette possibilité de sa présence. Donc en Égypte, on n'arrive pas à croire parce qu'on sait très bien que là, en Égypte, il y a l'islam modéré, le grand imam, l'Azhar, qui a enseigné l'islam partout dans le monde entier. Donc avant l'arrivée des frères musulmans, on menait une vie excellente. Comme musulmans, on est modéré, on est bien enseigné, bien éduqué religieusement. Donc il n'y a pas lieu de dire qu'on a voulu l'arrivée des frères musulmans pour apprendre son islam. Ce n'est pas logique. Parce qu'il y a 1400 ans. D'ailleurs, dans le point de vue de l'islam, chez les frères musulmans, il y a une vie totale. Idéologiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que ce qui a dit Hassan el-Banna. À partir de là, vous ne trouvez rien du tout. C'est la vie totale. Vous n'avez rien du tout. Au contraire de salafistes, par exemple. Idéologiquement, vous trouvez, excusez-moi, les salafistes, vous trouvez quelque chose. Vous êtes d'accord ou non, il y a quelque chose. Mais avec les frères musulmans, vous n'avez rien. Il n'y a que Hassan el-Banna. Regardez, quelles sont les références. Il n'y a pas de référence idéologique chez les frères musulmans que Hassan el-Banna. Et Hassan el-Banna n'était pas du tout un homme de culture, un homme de dialogie. C'est un homme qui, d'aria, qu'on peut dire, c'est quelqu'un